l'actualité du vélo en partenariat avec Buy Café. Bonjour, nous sommes aujourd'hui ici à Aix-en-Provence, avec Julien Camille. Julien qui vient de réaliser un film sur la vie du grand champion René Vietto. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que ça ne cause pas, mais pour beaucoup, ça évoque quand même beaucoup de souvenirs, notamment avant-guerre et après-guerre, puisque ce coureur a eu un très grand succès dans cette période-là. Et donc Julien a travaillé pendant 3 ans, hein, Julien, sur la recherche documentaire pour réaliser ce film. Oui, même plus, j'ai commencé mon premier tour de pellicule, si on peut reprendre cette expression, même si maintenant on ne travaille plus en pellicule, était en février 2016, donc ça fait presque 4 ans maintenant que j'ai commencé à travailler sur ce film. Qui vient en fait d'un travail que j'avais fait déjà autour du sport et du cinéma. Je m'étais intéressé à l'histoire du cyclisme et j'étais retombé sur cette histoire de René Vietto, donc célèbre pour avoir donné sa roue et son vélo 2 jours d'affilée à Haute-en-Amagne en 1934 pour lui permettre de conserver sa tunique jaune et de gagner le Tour de France 34. Et je me suis aperçu que en fait, moi j'avais commencé vélo au Canet-Rocheville, que ma première course était le souvenir René Vietto, parce que Vietto est de Rocheville. Et du coup, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré des personnes. J'ai rencontré notamment René Bertrand à Marseille, qui a toutes les archives Vietto et qui a ce fameux orteil que Vietto se serait coupé pour pouvoir terminer le Tour de France. Donc on va découvrir sur ce film effectivement le fil d'Ariane que tu as commencé à tirer à partir de cette petite coupe que tu as gagnée quand tu étais jeune. Ça c'est formidable comme histoire. Donc comment as-tu fait pour retrouver tous ces témoins-là? Parce que ce documentaire est très intéressant, il fait ressortir un certain nombre de souvenirs et met en avant des champions de l'époque qui témoignent aussi de la rudesse et des difficultés qu'ils avaient à l'époque dans ces courses, notamment dans le Tour de France. Alors c'est un peu comme une boule de neige en fait. J'ai commencé, comme tu dis, à tirer ce fil-là. J'ai rencontré René Bertrand qui m'a donné contact avec Pascal Niazzo par exemple, qui est malheureusement décédé l'été dernier, qui avait fait le Tour de France 1947, le premier d'après-guerre. Qui était un ami très proche de René Vietto. Donc j'ai rencontré Pascal Niazzo, après j'ai rencontré José Mirando. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis aperçu que j'avais une vraie histoire qui était en train de se construire, à la fois sur René Vietto, mais aussi à la fois sur tout ce cyclisme-là des années 30 et des années 40, qui sont pour moi les grandes heures des épopées cyclistes. Où il y a des vraies légendes qui se créent, où il y a quelque chose, où les gens et les coureurs sont transcendés et investis de tout ce qu'on aime dans les légendes en fait. Quelque part, ça nous est égal de savoir la vérité, tout ce qu'on veut c'est qu'on nous raconte des belles histoires et j'avais ça qui est en train de se construire. Effectivement, aujourd'hui, avec les caméras qui suivent les coureurs partout, avec les GoPro même installés sur les vélos, on perd un petit peu de ce mystère qui ressort bien dans ton film. Et justement, il y a une question qui me vient, c'est pourquoi le titre Le Roi mélancolique? Est-ce que justement cette mélancolie, tu l'as retrouvée dans ces témoignages et dans cette histoire? Alors, en fait, au début, j'ai essayé de comprendre, en interrogeant les différents témoins, qui il était vraiment, parce qu'il y a un mystère autour de René Vietto. C'est à la fois quelqu'un qui paraît extrêmement rude, pas forcément très sympathique, et en fait, autant j'avais des témoignages disant que René était quelqu'un de joyeux, de très sympathique, et d'autres personnes qui me disaient qu'il était quand même très ombrageux, très sombre, il parlait pas trop à l'entraînement, il fallait pas parler, pas manger, pas boire, il fallait faire 400 km 2 jours comme 2 nuits, par -10, par 40 degrés, enfin, c'est ça, il rechignait, il fallait qu'il se fasse mal quelque part. Et je voulais savoir d'où venait en fait cette volonté ou ce besoin de souffrir par le vélo et dans l'entraînement de vélo. D'où ça venait ça, et qui est un peu commun même aux cyclistes d'aujourd'hui. Il y a la souffrance, le besoin de souffrance dans le vélo est quelque part quelque chose de très important. Et Vietto cristallisait ça. Et donc j'ai essayé de comprendre d'où ça pouvait venir. Et au fur et à mesure des témoignages, notamment en allant voir Olivier Aralambon, qui est philosophe, écrivain et qui a écrit des choses formidables sur le vélo, il m'a parlé de cette histoire de mélancolie. Mélancolie sportive qu'on peut retrouver chez Frank Vandenbroek, chez Pantani. Ces personnages qui, quelque part, ont atteint le sommet de leur vie sportive
un petit peu par leurs échecs, quelque part. Et que c'est là où ils ont accédé à cette notion de légende. C'est en ne réussissant pas la vie qu'ils cherchaient à réussir. Mais quelque part, est-ce qu'ils n'ont pas réussi aussi là-dedans? Effectivement, je trouve que ça donne de la profondeur au personnage, cet aspect mélancolique. Ce qui m'a aussi frappé dans ton documentaire, c'est le fait que René Vietto était quand même un inventeur extraordinaire. Il a fait progresser le vélo et sa personne, finalement, le connaît vraiment. Notamment sur les portes bidons qu'il a fait descendre, etc. Tu as des anecdotes à nous dire sur ces aspects matériels et inventions dont était capable René Vietto? Il était constamment en recherche d'avancées techniques. C'est-à-dire que il avait déjà compris avant-guerre que pour aller plus vite, il fallait réduire le poids des vélos. Donc il coupait ses cintres de guidon au maximum pour qu'il ait juste la place de la main de manière à gagner du poids. On a dit qu'il perçait ses cadres à des endroits stratégiques pour ne pas l'affaiblir mais pour gagner du poids. Et évidemment, quand on voit les photos de 1939, c'est le seul de tout le peloton du Tour de France à avoir le bidon sur le cadre et non pas sur le guidon. Et en 47 encore, si on regarde les photos de 47, la plupart des coureurs, ils ont le bidon sur les bidons sur le guidon. Et lui, avec Lazaridès qui était son protégé, ils avaient le guidon sur le cadre. Donc il y a ça. Il y a le fait qu'il perçait ses chaussures pour à la fois aérer les pieds et pour que l'eau ne reste pas quand il pleuvait. Il avait mis la potence aussi. La potence, oui. Alors ça, la potence, très vite, il a son guidon, il le surbaissait, comme les coureurs sur piste, pour pouvoir être bas. Et puis il élargissait son guidon de manière à, ce qu'il dit, pour pouvoir pédaler en mettant bas et en respirant, voilà, en élargissant la cage thoracique. Il pensait à ça, à mettre les freins avant derrière la fourche, de manière à ce que s'il y a un problème, le frein il reste bloqué, il s'en aille pas s'il pète. Voilà, il réfléchissait à tout ce genre de choses, était constamment dans le vélo à réfléchir à avancer. De ces petits détails émaille le documentaire de Julien. Donc il va y avoir bientôt une première projection donc à Lyon. Donc ça se passe où et quand et quels sont les détails? Alors, je suis très content parce que ça se passe dans le festival qui est organisé au Sport, Littérature et Cinéma, qui est organisé à Lyon depuis 6 ans maintenant, 6-7 ans, c'est la 7e édition, je crois bien, ou la 8e, bref. C'est un festival qui est installé, qui est reconnu, et la projection se fera à l'Institut Lumière, dans la petite salle de l'Institut Lumière, donc quand même là où on a inventé le cinéma. Je suis particulièrement heureux de ça. Et ça sera à 15 h le samedi 1er février, donc ça sera à la fois une première mondiale, quelque part, là où on a inventé le cinéma. D'accord, bon, toujours un lien avec l'histoire. Et quels sont tes projets après, Julien, maintenant que tu as terminé? Enfin, c'est pas fini parce que le documentaire va suivre sa carrière et tu vas accompagner ce développement pour que un maximum de personnes puissent le voir, peut-être sous d'autres formats, en fonction des demandes qui se seront faites pour la télévision ou autre. Quels sont tes projets par ailleurs? Oui, alors déjà, je vais accompagner le film au maximum jusqu'en juillet, puisque quand même, en juillet, le Tour part de Nice. Et c'est la patrie de René Vietto, et le Tour va aller sur les chemins d'entraînement de René. Alors, il passe pas au col de Brosse, il passe au col de Turini qui est juste à côté, parce que voilà, tu cites le col de Brosse, mais les cendres de René Vietto ont été dispersées en 1988 au sommet du col de Brosse, comme il l'avait demandé, et je crois même que c'est son fils qui a monté le col de Brosse avec ses cendres, Vietto, avec ses cendres dans des bidons. Dans des bidons. Et il a été dispersé, a été dispersé comme ça. Donc je vais accompagner le film jusque là avec, j'espère, des choses, des célébrations intéressantes pour Vietto qui vont être organisées à cette période-là. Et en parallèle avec un historien et journaliste, André Baudin, qui avait déjà écrit 2 livres sur le cyclisme provençal. On est en train de travailler sur un livre autour de la Côte d'Azur et le cyclisme. C'est-à-dire que on étudie les liens qui, depuis le début du Tour de France jusqu'à maintenant, ont lié la Côte d'Azur et le Tour de France et le cyclisme, c'est-à-dire les différents passages du Tour, comment ça a marqué et quelle a été l'importance, les différents vainqueurs, mais aussi les cyclistes phares du Tour et qui venaient de Cannes, Nice, voilà, un peu jusqu'au Var,
et en même temps comment la Côte d'Azur est une place importante du cyclisme avec les camps, parce que c'est le premier territoire où il y avait les camps d'entraînement. Maintenant ils vont tous au Cap-Vert, à Madère ou tout ça pour s'entraîner, mais à l'époque Anquetil, Bobet, ils venaient à Nice et à Cannes pour rouler, comme ça se fait toujours un petit peu. Oui, c'est une tradition quand même qui ne s'est pas trop perdue. Écoute, merci beaucoup Julien de nous avoir répondu, et puis rendez-vous sur Radio Cyclo qui vous dévoilera encore d'autres sujets. On n'est pas du tout limité. Merci beaucoup. Toute l'actualité du vélo en partenariat avec Bike Café.